Je voulais vraiment qu'on se dise « Waouh, qui est cette nana badass à un bras et demi ?» J'explique comment j'ai créé Angelina, puisqu'Angelina n'est pas mon vrai prénom. Angelina est un personnage que j'ai créé. Le bonheur, c'est l'acceptation de tout, du laid comme le beau. On est vraiment dans une société aujourd'hui fort perfectionniste. On est dur avec nous-mêmes et on n'accepte plus l'imperfection. Tout deuil ou toute douleur vous fait changer. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Inspire, le podcast qui parle de sensibilisation autour du handicap. Vous le savez, c'est la continuité de mon activité professionnelle puisque je dirige une entreprise adaptée où je crée des food corners et donc j'ai le loisir, le grand plaisir de recevoir des personnes inspirantes, des personnes qui ont des parcours atypiques, mais des vrais parcours atypiques. Et aujourd'hui, je reçois la Bulma des réseaux sociaux, pour ceux qui ont la ref de Dragon Ball. Angelina, salut, merci d'être venue. Merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc Angelina, toi tu as eu une enfance classique, traditionnelle, et puis alors que tu étais toute heureuse sur un trajet, tu as eu un accident de vie, comme ça peut arriver à beaucoup de personnes, sans s'y attendre, sans le vouloir, évidemment, c'est le principe de l'accident, qui t'a laissé un nouveau corps, un corps différent. Et tu as décidé au début d'affronter ça, et puis après d'en faire une force. Alors, tu as un parcours qui est riche déjà, donc j'ai pris des notes. Tu es auteur d'un livre qui est ici présent. Tu es conférencière TEDx, intervenante dans les entreprises. Tu es danseuse hip-hop. Et il faudra m'expliquer ce que c'est. Tu es également danseuse thérapeute en Belgique et à Paris. Voilà, est-ce que j'ai rien oublié? On est OK sur la description? Oui, juste j'enlève conférencière. Ah. Oui, voilà, parce que c'est pas mon métier. Voilà, c'est pas un métier. Oui, je suis à l'aise à l'oralité, hein, mais ça fait pas de moi une conférencière pour autant. Sinon, tout est cool. Donc je rajoute personne avec beaucoup d'humilité. Non, parce que tu as quand même une vidéo sur YouTube qui tourne avec ta conférence TEDx, oui, dans laquelle tu te débrouilles d'ailleurs très très bien. Oui. Et j'imagine que c'est cette expérience, cette expertise que tu mets au service des entreprises quand tu vas chez elles. Oui, bah, j'aimerais bien, j'en ai fait quelques-unes, mais j'aimerais bien en faire plus. Et puis mélanger au-delà de la conférence, c'est aussi la danse-thérapie. D'accord. Mais je t'explique après. Tu vas m'expliquer après. Oui. Alors si tu dis mélanger, je vais te... Oui. Tu vas mélanger, donc du coup, tu vas mélanger la danse, la thérapie et la sensibilisation de ce art. On pourrait presque faire la chanson, hein, si on avait le temps, et la musique. Ah là là, mais cette trend, c'est ouf. Elle est folle. Comment on est tous impactés. Ouais. C'est dingue le pouvoir des réseaux. Hein. Parce que maintenant, dès qu'on dit la danse... Et tu vois, et en fait, ça a un impact sur le... Je fais une parenthèse, mais oui, ça a vachement un impact ça, sur les relations humaines et culturelles et sociales. Oui. Parce que quand tu es dans un groupe d'amis, quoi, tu sors une vanne comme ça, et tu as ceux qui suivent les réseaux, qui sont au courant, qui rigolent et qui font partie, et ceux qui ne suivent pas, qui sont complètement à l'ouest, quoi, tu vois, qui ne comprennent pas. Et comme quoi, les réseaux, ça peut avoir un impact sur la vie sociale, c'est ouf. Même si tu décides de privilégier les relations humaines en direct, en réalité, si tu loupes ça, tu peux louper des compréhensions. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est vrai que ça a un impact. Alors, on va chauffer l'ambiance directe. Allez. Parce qu'il y a un sujet, je sais que tu aimes bien, dont tu aimes bien parler. Donc, question quiz. Comment on appelle une personne donc, qui a un cerveau ou un corps différent? Petit a, un handicapé. B, une personne handicapée. C, une personne en situation de handicap. D, une personne porteuse de handicap. Voilà, et tu as droit bien sûr à tous les jokers. On est d'accord. Sauf le 50-50. Ah. Non, sauf l'appel à un ami parce qu'on ne capte pas. Voilà. Mince, c'est celui-là que je voulais choisir. L'appel à un ami. Ah oui okay. Non. Je suis certain que tu n'as pas besoin d'appeler un ami. Non. Donc j'imagine que les réponses peuvent être multiples. À toi de répondre. Oui. Moi, j'aurais juste dit... J'aurais juste répondu la C. La C qui est une personne en situation de handicap. Tout à fait. Alors, je te mettais là-dessus exprès parce que faut savoir que toutes les personnes qui sont en situation de handicap ne sont pas d'accord sur l'appellation. Je reçois d'ailleurs après toi Charlotte qui, elle, va te dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça, qu'un handicapé, porteur de handicap, tout ça, c'est des appellations qui ont été créées pour habiller le truc. Oui. Mais en fait, ce que j'aimerais que tu évoques, c'est ce côté où toi, tu expliques la relation avec la situation de handicap.
Tout à fait. Et tu expliques ça très très bien, donc ce que je voudrais, c'est que tu expliques ça. Oui. Pourquoi toi tu considères que c'est une situation qui nous met face à un handicap et non pas la personne qui l'est? Oui, ben parce que encore une fois, c'est comme pour tout, c'est l'angle, quel angle je regarde. Ça veut dire que pour plein de choses de mon quotidien, mon handicap n'en est pas un. Si je me mets là à faire une chorégraphie de danse, crois-moi qu'à un bras et demi, je peux carrément tout déchirer. Hein, voilà, il ne me faut pas les 2 bras. Par contre, si je vais devoir faire mes lacets, là, effectivement, je vais sentir qu'il me manque un morceau. Donc, j'aime bien différencier le fait que... j'aime différencier la personne d'un corps parce que ça serait tellement péjoratif de dire à quelqu'un « bon, bah, tu n'es qu'un bras et demi », quoi. Donc, j'aime me dire que oui, il y a une reconnaissance quand même. Je ne peux pas me mettre au même niveau parce que j'ai déjà entendu ça aussi dans le milieu du handicap, de se dire on est comme tout le monde ou on voudrait être comme tout le monde. Non, je ne suis pas comme tout le monde et physiquement, je le sens que je ne suis pas comme tout le monde. Donc, il y a quand même une reconnaissance à avoir, mais je ne suis pas résumée qu'à ça. Et c'est là où la différence, et moi, j'aime cette nuance et j'accepte et je comprends totalement que quelqu'un d'autre partage un autre point de vue parce que chaque handicap aussi est différent et chaque histoire est différente. Donc, on a tous notre réalité, mais la mienne, c'est de pouvoir différencier la personne que je suis, l'être que je suis, et puis le faire. Bon, super, merci pour ce partage. Moi, j'aimerais en commentaire que vous indiquiez quelle est votre réponse et votre choix prioritaire à vous. Hein. Mais je vais dévoiler du coup les bonnes réponses liées à la loi 2005. Oui. Parce que ça, c'est ton point de vue. Oui. La loi 2005 dit qu'on peut dire une personne handicapée. D'ailleurs, la maison des personnes handicapées, la MDPH, s'appelle comme ça. Oui. On peut dire une personne en situation de handicap. C'est considéré comme étant l'appellation la plus juste au regard de la situation. On peut dire aussi une personne porteuse de handicap. Voilà. Oui. En fait, toutes ces appellations visent à distinguer le handicap qui est porté ou qui est subi par la situation de la personnification d'une personne. Oui. C'est comme dire une personne d'une couleur de peau différente que de dire un noir, un handicapé, etc. La désignation de la personne. Oui. Parce qu'elle ne se résume pas à un état ou à une particularité qu'elle peut avoir. Donc, réponse A, incorrecte, et réponse B, C, D, correcte. Ah voilà, donc quand même, on ne dit pas t'es un handicapé. Non. Ah voilà, ok, d'accord, on est d'accord alors. Non, tu peux pas dire un handicapé parce que ça veut dire que tu personnifies la personne, voilà. En fait qu'elle est un handicap. Voilà, je suis d'accord. Voilà, alors que c'est pas le cas. Ça va, bah oui, alors ça me va très Mais tu as des gens qui défendront l'idée que, et des personnes handicapées qui diront, moi je suis un handicapé. Oui. Parce qu'elles disent, mais moi je le vis tous les jours, etc. Donc c'est là après que chacun a son point de vue. Bien alors sûr. C'est pas puni par la loi non plus, sauf si c'est tenu dans un propos dégradant. Oui. Mais normalement, la bienséance fait qu'on ne doit pas dire un handicapé. Je ne reçois pas un handicapé dans cette émission. Wow, je reçois une personne différente, je reçois une personne qui est en situation de handicap, je reçois, voilà. Oui, okay. Mais c'est très vrai. Ouais, je suis grave d'accord. D'ailleurs, toi, j'ai vu que tu avais entrepris un peu de sensibiliser au handicap aussi. Tu passes ton message. Ouais. C'est à quel moment que tu as décidé de faire ça dans l'étape de ta vie? C'est à quel moment que tu t'es dit, je vais aussi essayer de porter un message? Je pense qu'au début, c'était pas du tout pour moi une évidence. Au contraire, je pense que vu que c'est un accident et que je suis née quand même valide, pendant 17 ans de ma vie, dans ma tête, il a fallu un temps de transition avant de comprendre que je ne faisais plus partie du monde des valides et que j'étais vue surtout différemment au quotidien. Donc, il m'a fallu ce moment de transition. Donc, au départ, moi, je danse. Pour moi, je reste juste une danseuse, point. Voilà. Pas une danseuse en situation de handicap. Mais c'est la première fois où je vais être prise pour un gros contrat, en tout cas où je vais faire la tournée avec Black M, que je vais me rendre compte que, en fait, je vais recevoir une vague de messages sur les réseaux. Une vague surtout d'ados parce que Black touche un public jeune. Et je vais recommencer à recevoir des messages d'inspiration, donc des jeunes qui me disent « Waouh, Angie, ça m'a trop inspiré de te voir danser. Oh, tu nous prouves que tout est possible et tout. Danser aux côtés d'une star alors que tu as un physique différent. » Et c'est là où je me suis rendu compte petit à petit que je commençais à, malgré moi, peut-être toucher et inspirer, envoyer une autre image qu'on avait d'une personne en situation de handicap. Et puis, c'est la première émission, ça commence aujourd'hui, qui me contacte début 2019 et qui veut m'intégrer dans une émission autour du handicap. Et je me dis, je me questionne quand même parce que ça fait partie
ma vie privée, ce qui m'est arrivé. Donc je me dis, est-ce que je décide de le dévoiler? Est-ce que ça peut faire du bien en vrai? Et je me lance et je me dis, ok, je vois ce que ça donne. Et en fait, ça, c'était le début, cette toute première émission. Au bout de combien de temps à peu près, après l'accident? 14 ans, 15 ans. Oui, c'était 2004 mon accident. Donc 15 ans. 15 ans après, j'ai assez de recul quoi aussi parce que j'étais ado à ce moment-là, donc j'avais pas encore construit vraiment mon caractère de femme, puis j'étais toujours été un peu pas en retard, mais j'ai toujours eu ce caractère un peu naïf, donc il a fallu rattraper et ouais, c'est vraiment avec le recul et puis j'avais pu passer toutes les étapes, donc j'étais ok d'en parler aussi et d'assumer ce qui, quand on dévoile sa vie privée en public aussi, d'assumer les choses moins chouettes. J'avais reçu Mathieu Thomas qui est un para-athlète, para-badminton, tu vois, qui a 41 médailles, le gars, voilà. Il m'a dit pareil, lui il a eu une tumeur à 18 ans et c'est après la trentaine seulement qu'il a réussi à prendre le dessus et à transformer sa différence en une force et même à vouloir sensibiliser. Et tu es la deuxième danseuse que je reçois, parce que j'ai reçu Hamid, je ne sais pas si tu le connais. Alors lui, il était danseur, il a eu une maladie qu'on ignore, et du coup, il est en fauteuil roulant, et ça lui a permis de redanser à 50 ans. Et donc, il fait des chorégraphies avec les bras, tu sais, avec la tenue noire, avec les bras, il fait un truc extraordinaire, et effectivement, maintenant, à nouveau, il est danseur. Et lui, alors c'est particulier parce qu'il danse en fauteuil. Et il avait dit j'étais danseur. Et il devait se rééduquer à dire je suis danseur, puisqu'à nouveau il a pu retravailler. Et effectivement, à chaque fois, il y a ce côté de ah bon, mais ah bon, tu danses, tu sais. Et donc, toi, quand tu danses dans une troupe, c'est ça, dans un groupe, comment on dit, c'est parce que lui c'est un groupe qui est dédié, une compagnie voilà, qui est dédiée aux personnes handicapées. Toi c'est le cas? Pas du tout? Pas du tout. Non. Moi j'ai toujours été un électron libre. Je déteste la routine et appartenir à A. Donc moi j'ai toujours sauté de projet en projet. J'ai jamais appartenu à une compagnie ou autre. Mais tu es la troisième personne qui me parle de ce garçon. Ah oui, d'accord. Ah oui, de cet homme. Mais comment ça se passe là pour que ceux qui nous regardent, tu vois, puissent comprendre et peut-être s'inspirer? Tu as postulé, il y a des castings, c'est ça? Oui. Et toi, tu arrives, donc j'imagine il y a une ribambelle de personnes qui sont là pour passer le casting. Exact. Et toi, tu as ta singularité, tu es la seule avec un bras et demi. Oui, exact. Voilà, okay. Et comment tu fais face à ça? Qu'il se passe quoi et comment tu abordes le casting? Alors, pour rebondir, déjà j'invite les gens à lire mon livre parce que j'explique vraiment tout ça. J'explique tous les détails de mon tout premier casting, là où j'avais la peur au ventre et en même temps j'explique comment j'ai créé Angelina, puisqu'Angelina n'est pas mon vrai prénom. Angelina est un personnage que j'ai créé. Mon vrai prénom, je ne spoil pas en fait. J'ai un vrai prénom très français. Je donne juste un indice, c'est un prénom de farine. Voilà, je ne dirai rien. Mais donc Angelina, c'est vraiment... Donc, parce que toi, ton pseudo, c'est Angelina Bruno. Oui. Mais attends, tu parles de Bruno, on revient encore à Josiane Pichet, là. Pourquoi? Je prends soin de mon arbre Bruno, je vais revitaliser. C'est vrai, je savais pas qu'il s'appelait Bruno. Bruno. En fait, ça se trouve, c'est toi qui se cache derrière. Hein. Il y a un lien, elle ne le sait pas encore. Okay. Oui, c'est vrai. Donc bref, j'explique comment Angelina va m'aider justement à faire face au regard des gens et à ce fameux casting. En vrai, au départ, c'est là où au départ je me disais mais j'ai quelque chose de moins par rapport aux autres. Et puis finalement, après avoir beaucoup parlé avec un pote à moi, il me raisonne et il me dit « Mais Angie, tu es quand même la seule nana à un bras et demi. Hein. Donc tu es sûre que déjà de base, tu vas attirer le regard. » Donc après, évidemment, il faut pouvoir envoyer. J'avais pas envie d'être juste cette danseuse lambda qu'on se dit « Ah, elle danse bien. Hein. » Et être... Malgré, ouais, pire. Oui, exactement. Malgré, ouais. C'est horrible. Oh, malgré son bras. Je voulais vraiment qu'on se dise waouh, qui est cette nana badass à un bras et demi. Donc j'ai vraiment essayé d'acquérir aussi
parce que j'ai très vite compris que la posture et le physique et le corps, et c'est là qu'on en revient avec la danse-thérapie, tout ça a une histoire, la manière dont on se tient, dont on regarde les gens dans les yeux. J'ai très vite appris à bluffer. Donc, j'ai très vite menti. Après, c'est mon côté italien. Hein. On est des bluffeurs et des tchatcheurs dans l'âme. Et donc... Alors, j'ai senti l'accent belge à un moment, mais pas l'accent italien oui, encore. Pardon. C'est vrai, parce que je ne parle pas italien. Non, c'est vrai. Mais j'ai Angelina, l'accent. tu t'es inspiré de quoi? Des pâtisseries Angelina qui sont très bonnes avec les croissants au Nutella? Non, mais je ne connaissais pas. En Belgique, on ne connaît pas pâtisserie de Angelina. Ça n'existe pas. Ah oui. Voilà. J'ai pris Non. quelques kilos là-bas. Ah oui, ça ne se voit pas. Et donc, j'ai vraiment essayé de me matrixer à me sentir dans le corps, en tout cas, et dans le charisme, hyper bien dans ma peau. Donc, quand j'arrive à un casting, je pars dans un esprit de gagnante en me disant que, quoi qu'il, j'ai quelque chose de plus que les autres. Ok. C'est comme ça que je fais face à des castings. Mais du coup, c'est accepté? Oui. Ah oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. Et tu préviens avant ou c'est la surprise? Comment ça marche? Oh non, prévenir quoi? Non. Oh non, pas. non. Bah, Ok. Non, je ne préviens Donc c'est pas la surprise. avant. Ah oui, oui. Et tu as une prothèse ou pas? Oui, Ok. mais je la mets plus jamais. Ouais. Non. Comme j'explique des anecdotes très drôles. Dans le bouquin toujours? Dans le bouquin toujours. Elle est bonne en promo. Ah, ouais, c'est surtout parce que je me suis fait taper sur les doigts de mon attaché de presse parce que moi, je pense pas à mon livre en fait. Et Caroline? du coup, non, une autre? Ah, une non, autre. c'est celle des éditions du Rocher et qui m'a dit Angelina, t'es bien mignonne, hein, mais pense à ton livre quand même, reviens dedans. Et c'est pour ça que je reviens chaque Bon, fois. on l'a mis là et pour rien cacher, on a mis une boîte de sucre derrière pour Oui, te dire, voilà. tu vois, on est en mode artisanal. Exactement. Non, mais tu as raison, c'est normal. Oui. Moi, j'adore en plus qu'on puisse partager et Oui, si oui, derrière oui. ce contenu là qui est audiovisuel sur lequel Oui. tu vas dévoiler des choses, Oui. si en plus derrière il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans ta personnalité Oui. et trouver davantage d'inspiration dans le bouquin, top. Il faut Oui, foncer. parce que c'est pareil. Tu sais, on parle très peu finalement, je trouve aussi, d'handicap et d'amour, d'handicap et de sexualité ou d'intimité. Ces moments hyper gênants où c'est pour ça que j'enlève ma prothèse. Hein. Au début, je porte un faux bras qui est canon, qui ressemble vraiment à un bras parce que voilà, à 17 piges, le chirurgien dit il lui faut une prothèse esthétique, ça va l'aider à l'école, Ouais, etc. psychologiquement, ouais. Voilà, psychologiquement, et c'est vrai, au début, ça m'a aidé. Sauf que des années après, je me retrouve célibataire. Et moi, naturellement, je la mets. Sauf qu'elle est tellement bien faite que ça ne se voit pas. Donc, c'est là où c'est là où je suis confrontée à quelques petites anecdotes très sympas où je rentre avec un mec qui n'est pas du tout au courant qu'à un moment donné, je vais me déboîter. Donc, bref, donc c'est des petits moments de gênance absolue où je me suis dit, tu sais quoi, je vais plus la mettre du tout. Comme ça, je suis sûre que de prime abord, j'attire des gens qui sont OK avec mon apparence ou avec aussi l'idée d'avoir quelqu'un de différent, quoi. Donc tu évoques tout ça. Et d'ailleurs, on fait un bond en arrière. Quand tu subis l'accident à 17 ans, je crois que tu avais ton petit copain de l'époque. Oui, mon petit copain, oui. Ça a occasionné une rupture ou pas ou comment? Non, pas du tout. Non. Enfin, après, mais non. Pas à Ça faisait 9 mois à ce moment-là qu'on était ensemble. Et donc, je décris aussi toute cette histoire d'amour parce qu'on est des gamins. J'ai 17 ans, il a 19 ans. Et puis, on va rester... Vous devez affronter cette épreuve, quoi. Exactement, ensemble. Puis c'est lui qui conduisait. Donc, malgré tout, il y a une grosse part de culpabilité, même si, il y avait pas il n'aurait pas pu... faire mieux, en vrai. Il m'a quand même sauvée dans cet accident avec un monsieur qui nous suivait. Mais je dirais qu'après, on est resté 10 ans ensemble, quoi. Donc, ça reste le sang. Pour moi, c'est juste. Dans les codes de l'amour, on a pris des rôles où on s'est perdu en tant qu'amant, en fait. On est devenu un peu, lui est devenu un peu mon père, moi l'enfant, puisque je ne savais plus rien faire physiquement. Et cette culpabilité et tout ça a fait que nous a séparés en tant qu'amoureux. Après, je ne comprenais pas, moi, parce que je l'aime. Je l'aimerai toute ma vie. Mais je l'aime inconditionnellement. Mais je l'aime comme mon frère maintenant. C'est trop bizarre. Mais heureusement qu'il a été là. Ouais, c'est une belle histoire. Parce que des fois, ce genre d'impact, ça peut avoir un impact au-delà de l'accident, d'aller sur la rupture, des conflits même, et autres. Oui, complètement. C'est pas votre cas. Ouais. Mais oui, c'est souvent le cas parce qu'on change terriblement. Vous voyez, quand on se relie, deux personnes se relient, c'est qu'on est sur un même état d'esprit. Et puis, un choc pareil vous fait changer
terriblement. Tout deuil ou toute douleur vous fait changer. Et c'est là où soit on arrive à se retrouver et évoluer ensemble, ou bien nos chemins se séparent. Si je parle bien, s'il n'y a pas de colère ou de ressentiment vis-à-vis de l'autre. Ça aussi, ça peut être le cas. Hein. Ok. Si on revient sur la danse, alors, Oui. donc, là, tu n'as pas de contrat avec personne, c'est ça? Toi, tu es indépendante? Oui. Ok. Exactement. On a quelques images qu'on peut montrer d'ailleurs à ceux qui nous regardent pour inspirer. On partage quelques images. Say like it right, fuck your life. Hop on my 98 dirt bike. You try to stop moms from growing. I make your blood stop flowing. Take a permanent Do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry babe, what's the difference? I can move as you do. Après ça, on va passer sur la thérapie. Oui. Alors moi, la danse thérapeutique, waouh, ça me parle pas du tout. Faut que tu m'expliques. Oui. Ça va expliquer aux autres. Et Oui. du coup, alors déjà, quelle est ta volonté en faisant ça? Oui. Et concrètement, ça fait quoi? Oui. Bien, au départ, donc pour moi, c'est impossible de devenir danseuse professionnelle. Hein, donc, les médecins me disent qu'aujourd'hui, aujourd'hui, à cette époque, quand j'ai 17 ans et demi, j'ai un peu le corps d'une femme de 40 ans, puisque j'ai subi une dizaine d'opérations, d'anesthésie générale, un choc post-traumatique, fracture du bassin coccyx. Bref, je suis, en fait, je me retrouve plus. J'ai de gros problèmes physiques au quotidien. Donc, ok. Le médecin me dit tu ne feras jamais un métier sportif, et à ce moment-là je le crois, puisqu'effectivement je n'ai plus aucune condition physique. Donc voilà. C'est quoi? Attends, je me pose une question parce que à chaque fois c'est la même rengaine. C'est la même. J'ai l'impression, je sais pas, mais il faudrait que je demande à un chir ou à un docteur de venir pour m'expliquer pourquoi à chaque fois le pronostic il est beaucoup plus grave que la réalité ou la réalité potentielle. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas faire de faux espoirs, ou est-ce que c'est pour presque donner de la motivation? Parce que tu sais pas, à chaque fois, on me répète la même chose. Vous avez eu ça, vous marcherez plus jamais. La personne, je la vois, elle marche. Vous avez ça, vous pourrez jamais faire de sport. Le type, il a 40 médailles. Tu vois, à chaque fois, on a le même... c'est vraiment étrange. À chaque fois, ce témoignage récurrent de « j'ai eu un pronostic de la part du corps médical qui était plus grave ». Est-ce que c'est pour se protéger? Je sais pas, tu vois. Aucune idée. Après, je vais donner mon prisme à moi, ma réalité. Je peux pas parler en leur nom, mais je pense qu'on est tous extrêmement différents et on n'a pas tous les mêmes capacités. On ne vient pas tous, on n'est pas tous égaux. Donc c'est difficile de dire et de vendre de l'espoir à quelqu'un. Vous savez, je pense qu'il y a une chose qui invite à la mort, qui fait monter votre pulsion de mort, c'est le désespoir. Il n'y a rien de pire à quelqu'un que de lui vendre de l'espoir et lui dire qu'il peut y arriver et qu'il n'y arrive pas. Donc partir dans le désespoir, c'est prendre le risque de mourir. Donc peut-être, est-ce que c'est pour se protéger? Je pense que oui. Après, je pense que médicalement aussi, vous voyez, Tu peux me tutoyer. Oui, pardon. Et c'est vrai, en plus, je te tutoie depuis tout à l'heure, mais je pardon. De moi avec mon Gisèle. Ah, pardon, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je me perds, pardon. Mais je pense que le milieu médical sépare l'esprit du corps. Vous voyez, quand vous allez voir un médecin, il va toujours soigner le symptôme et jamais l'entièreté qui donne ce symptôme, hein, la cause. Ce qui donne beaucoup d'argent, enfin ce qui fait consommer beaucoup d'argent. Et donc forcément, qui met à côté, il ne prend pas en compte la force de l'esprit. Et c'est là où ils sont à côté vraiment pour moi de la vraie santé et de l'amélioration de la santé. C'est l'esprit et un pouvoir incroyable. Je te donne juste un petit exemple. Je suis à l'hôpital, je n'ai plus de peau. Donc, je n'ai plus de peau jusque-là, d'accord? Donc, j'ai vraiment les soins des grands brûlés. Donc, tous les jours, on est obligé de faire des pansements. J'ai la peau qui pourrit, c'est pour ça qu'on m'opère, pour pas que j'attrape la gangrène et que je meure. Et donc, jusque-là, on met des tuiles gras. Bref, c'est très compliqué. Et donc, on me dit, voilà, il va falloir faire une greffe de peau. Et je suis archi positive, puisque comme je l'explique, moi je suis si heureuse d'être restée en vie que du coup chaque jour, plus on enlève le pansement et plus on se rend compte que ma peau repousse. Et finalement, je n'ai pas dû faire de greffe. Et la nana, l'infirmière me dit « Oh, c'est votre morale !»
Je vous assure que c'est lié à votre morale. Vous êtes tellement positif qu'il y a un effet sur le corps quoi qu'il arrive. Donc je pense que c'est pour ça. Et pour revenir, parce que je me suis perdue, très bien. Allez, voilà, danse thérapeutique. T'inquiète, moi j'ai mes notes. Ah, oui. Non mais je reviens, parce que je pars toujours très loin, mais c'est important de revenir. Donc je démarre dans la vie en me disant ok, la danse ça sera juste pour me faire du bien et ça ne sera jamais mon métier. Donc je vais me dire bon, qu'est-ce qui aujourd'hui me passionne, parce qu'évidemment tout ce que après à 17 piges, on va pas se mentir, je faisais pas partie de ces enfants qui se disaient moi quand je serai grand je ferai ça. Non, je savais pas ce que je voulais faire. La seule chose qui m'animait dans ma vie c'était les garçons. Voilà. Mais tu dansais pas déjà? Non. Hein. D'accord, pas du tout. Ah non, j'ai commencé après, j'ai commencé à 18 ans, du coup, après mon accident. Ok. Et donc passionné de garçons, juste. Oui, voilà. Okay, bon, j'ai le début de mon petit copain. Oui, pas de garçon, de mode, mais l'école me saoule, je me sens pas bien et je comprends pas déjà. À l'époque, en vrai, je suis artiste, je suis dans une famille tradie. Mon père, c'est un immigré sicilien qui vient travailler. Ses parents viennent travailler en Belgique, donc du coup, ma mère, elle est mère au foyer, donc on n'a pas du tout un esprit créatif, artiste. Donc je démarre dans ma vie en me disant, ok, qu'est-ce qui aujourd'hui me passionne? La psychologie commence à me passionner puisque j'ai un besoin viscéral de comprendre ce qui m'arrive, puisqu'autour de moi, il n'y a personne comme moi. Donc vous voyez, si je ne peux pas faire ma thérapie avec les copines où je peux en parler, donc personne ne sait quoi me dire. Donc c'est là où commencer à lire des bouquins et faire des thérapies sur moi, etc. va me passionner et je pars là-dedans et je deviens sophrologue. Donc j'ouvre mon petit cabinet, je prends toujours mes cours de danse et je me dis, allez, super, je vais commencer à recevoir des gens. Et en fait, très vite, je me rends compte qu'il y a un aspect qui me manque cruellement pour aider les gens pleinement, c'est le mouvement. En fait, moi, je guéris grâce à quoi? La danse, la thérapie. Mais c'est vrai, je guéris grâce à tout un process aussi pour le choc post-traumatique. Hein. Donc, j'essaye beaucoup de méthodes par rapport à ça, mais aussi par le mouvement. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas totalement traumatisée? À ce moment-là, j'ai 17 piges, je suis pleine de colère. Et c'est là où je vais te faire le parallèle avec la danse-thérapie et tu vas comprendre à quel point elle a un impact. Aujourd'hui, rien n'est fait pour que toutes les émotions dites négatives puissent être sorties du corps. Ok ? On est quand même dans une culture de blanc où on n'a pas une culture très corporelle, où par exemple la danse-thérapie se base beaucoup sur l'Afrique et sur certaines traditions qui mettent en place, quand il y a un deuil dans la famille, tout le monde danse, tout le monde crie, tout le monde évacue. Nous, on retient tout. Parce qu'attention, les apparences, hein, c'est pas bien. Je pouvais pas sortir. J'ai vu un gars, il a inventé la boîte à cris. Ah, mais tu rentres dans une pièce là, isolée là, mais oui, voilà. et puis mais tu gueules comme un jobard et tu ressors vidé quoi. Du bien et personne n'a rien vu. ça fait du bien de je ouf. Je sais pas, j'ai pas testé. Il faudrait que je teste. Je suis sûre que ça fait du bien de dingue. Parce que du coup. Donc il y a des cultures où, ça fait partie de leur façon de faire, de crier, ouais, d'accord. Où ça? Dans certaines cultures africaines. C'est pas tant crier. C'est pour ça qu'ils sont si cool alors. Mais oui, et c'est pour ça qu'ils sont aussi très excellents en danse. Je veux dire, ils ont un truc avec le rythme, ils sont connectés. Nous, on en est vraiment déconnectés. On est déconnectés pour moi, la base qu'est la nature, qui est même notre essence. Je pense qu'on se sent parfois un peu trop haut et ça serait bien de redescendre pour se rendre compte qu'on fait partie d'un système et on détache tous les systèmes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est aussi profondément malheureux, mais je ne vais pas m'écarter. Je reviens sur... À 17 ans, ça m'arrive et moi, je suis dans une colère noire parce que en fait, j'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à m'habiller, à manger, j'arrive plus à me maquiller. Enfin, je veux dire, je retourne à l'école, je mets 3 ans et demi pour arriver à apprendre un truc aux distributeurs parce qu'on fait tout à deux mains. Donc, vient en moi une colère d'injustice, mais de dingue, mais je peux la sortir nulle part. C'est-à-dire qu'à la maison, c'est pas vraiment accepté, je peux pas vraiment m'énerver sur mes parents, je peux rien casser dans ma chambre, à l'école, je peux pas m'énerver sur les autres, sur le prof, c'est pas bien, ok, mais je fais quoi, moi, avec ça? Parce qu'à l'intérieur de moi, c'est un volcan, à l'intérieur de moi, c'est la guerre, il y a des gens, ils sont en bazooka, comme ça, pouf, pouf. Ça, c'est ce qui vit en moi, et moi, je suis là, et dans une parole qui limite vraiment ce que je vis, je dis à quelqu'un, je souffre,
Non, Ouais. mais non. Il y a un décalage entre Oui. le ressenti et l'expression possible. Oui, et donc qu'est-ce qu'on fait en tant qu'être humain quand on n'a pas la possibilité de pouvoir sortir nos émotions? C'est là où on est, c'est là où la sociabilité nous rend névrosés, et c'est normal, hein, on est obligé de se sociabiliser, sinon on serait juste dans nos pulsions du ça. Mais du coup, j'ai un coffre à l'intérieur de moi, je vais charger dans ce coffre tout ce que je retiens à l'intérieur, sauf qu'au bout d'un moment, le coffre, il tient plus, et c'est là que les crises de panique, angoisse, tout se dérègle, parce que ça a besoin de sortir. Mais d'un coup, je rencontre le hip-hop. Pardon, mais je te coupe, Ghislain. Non, J'arrive en salle de cours, ok? Et là, je fais la découverte du hip-hop, où on me demande de faire une choré hyper dans le tonus, clac, clac, clac. Et là, je me rends compte qu'indirectement, dans un cadre qui est socialement acceptable, je vais pouvoir libérer et même sublimer, donc utiliser un des plus beaux mécanismes de défense, sublimer mes pulsions de colère et de rage dans quelque chose qui est admis. Et c'est là où la danse a un pouvoir thérapeutique de dingue. Donc au bout d'un moment, je me rends compte que c'est mon histoire, comment ne pas la transmettre? Donc j'ai quand même appris aussi à réintégrer mon bras. Parce qu'au départ, mon schéma corporel à l'intérieur de moi, il est éclaté. Puisque tout était... Vous voyez, on a des réflexes. Moi, j'avais des douleurs fantômes, je sentais toujours ma main. Je suis droitière, donc d'office, j'ai envie de mettre une claque à quelqu'un. Je ne vais pas faire ça naturellement. Donc je mets du vent, voilà. Et puis si je dois rattraper un ballon, tout est à droite. Donc mon schéma corporel intérieur commence à être complètement déstructuré, et c'est là où je passe par la phase de dévastation. Et donc c'est là où, au début que je danse, je vois en vidéo, je ne bouge pas mon bras. C'est comme si d'un coup, il est mort, quoi. Il n'existe plus. Et petit à petit, puisque je passe ma vie à le rejeter, puisque aussi on le rejette à l'extérieur, et petit à petit, je vais pouvoir le réintégrer grâce au mouvement et à la danse. Et c'est là où je me dis, non, mais il faut que je trouve une formation. C'est pas possible qu'il n'y a pas une formation où je mélange mes deux passions. Et c'est là que je me forme, du coup, avec un des fondateurs de la danse-thérapie ici en France, qui s'appelle Benoît Le Sage, et je me forme à Bruxelles à la maison. Bon, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi, pensez à liker, à vous abonner, parce que ce genre de parcours et d'inspiration, ça fait plaisir, et puis ça soutient la chaîne pour les formats. Tu peux expliquer ce que c'est douleur fantôme, là, pour ceux qui ne savent pas, et si vraiment tu en as eu ou pas, tu en as vécu? Oui, on a tous eu. Je pense que c'est un processus tout à fait normal, hein. Du jour au lendemain, vous coupez un bout de votre corps, votre cerveau n'a pas du tout pris en compte que ce bout est parti. Il faut tout un temps d'intégration. En fait, c'est pour ça qu'on appelle choc aussi post-traumatique, mais aussi parce qu'il y a eu un figement. Évidemment, on n'a pu ni fuir ni combattre, mais dans tous les accidents, c'est pour ça que je l'explique dans mon livre, c'est que moi, c'est parce que visuellement, j'ai été consciente dans mon accident. Il y en a qui ne le sont pas, et tant mieux pour eux, parce que j'ai failli partir dans la folie. Si vous voulez, votre cerveau n'est pas prêt à certaines choses visuellement. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils voient des choses très graves, ils deviennent fous. Parce qu'on n'est pas fait pour ça, pour intégrer ça. Donc, du jour au lendemain, on vous coupe un morceau et votre cerveau n'a pas le temps d'intégrer. C'est pour ça que tout le processus thérapeutique de parler, d'en parler, et vous avez besoin de... Vous voyez, quand vous avez vécu un truc très fort, même une dispute, on sort d'ici, on se fait embrouiller dehors, et on refait le schéma dans sa tête plusieurs fois. Ouais, j'aurais dû dire ça. Parce qu'on a besoin de reconstruire. La scène a été trop vite, ça a été trop rapide. Et donc, on a besoin d'en parler, reconstruire. Donc, le processus est le même. Au début, moi, je sens ma main, en fait. Et quand j'ai mal... c'est-à-dire qu'en gros, tu peux avoir mal au doigt, ou tu avais mal au doigt. Oui, donc, exactement. Il n'existe plus. Oui, exactement. Okay. C'est-à-dire que la douleur que je ressens, mon cerveau essaie de l'associer à une partie qui était là, en fait, qui a été pendant des années là. Donc, il l'associe à un membre qui n'est plus là. Et c'est ça que je pense être à la douleur fantôme. Mais alors que du coup, il n'y a pas de douleur du tout. Il y a une douleur, si. Mais la douleur, elle est où? Elle est dans le bras. D'accord. Sauf... Okay. Oui. Eh oui, c'est la terminaison. Ah oui, d'accord. Oui, mais moi, par exemple... d'accord. Oui, c'est la remontée nerveuse qui n'est pas identifiée. Okay. Si moi, je m'imagine, par exemple, bouger mon petit doigt, ça bouge là. D'accord, ah ouais. Oui, j'ai encore certains... je pense que j'ai plus que mon petit doigt et mon pouce. Parce que les autres doigts, je les sens pas. D'accord, ok. Oui, je sais bouger mon petit doigt et mon pouce. Voilà. Donc oui, toutes les
toutes les terminaisons, tout est encore là, quoi. Et raison pour laquelle il y en a qui arrivent à mettre des prothèses où ils arrivent à faire bouger. Bionique. Oui, exactement. Ah C'est une prothèse ils arrivent à bionique. En fait, la prothèse bionique, moi, je ne peux pas la supporter parce que j'ai perdu trop de muscles. Donc, il faudra encore subir plein d'opérations et je ne veux plus. Mais en fait, on est obligé d'avoir 2 points différents qui puissent ouvrir et fermer la main. Et donc, on vient relier ça justement à 2 parties distinctes qui puissent bouger D'accord. au niveau de votre moignon. Voilà. Donc ils arrivent à récupérer le message nerveux. Oui, exactement. Un truc de fou. C'est vraiment une réadaptation, par contre, à avoir. Putain, j'aimerais rencontrer quelqu'un comme ça qui a réussi à avoir cette opération ou cet équipement, cette prothèse, quoi. Oui, oui, oui. Si vous connaissez quelqu'un, mettez-le Oui. dans les commentaires. Ça marche comme ça souvent, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on s'est connus, c'est qu'à force... Oui, c'est vrai. ouais, Il y a ça toujours m'intéresserait. quelqu'un qui donne en... Ok, bah, j'ai compris la danse-thérapie. En fait, en réalité, c'est simplement que tu définis comme thérapeutique une danse qui n'a rien de thérapeutique. Elle l'est de fait. Elle l'est parce qu'elle permet d'extérioriser. Comme moi, je fais de l'athlé, par exemple, eh bien, je sais que ça me vide la tête. Oui, exact. Parce qu'en fait, je me mets tellement dans la difficulté au niveau du corps qu'à ce moment-là, mon seul objectif, c'est finir le dernier tour de piste et que mon corps et tout mon cerveau est concentré là-dessus parce que ça me pousse dans mes retranchements. Et c'est le seul moment où j'ai pas de soucis. En fait, j'en ai, mais c'est juste qu'ils sont oubliés pour dire, là, il faut que tu gères le tour, quoi. Complètement. Ok. Donc, c'est, en fait, pour moi, c'est thérapeutique, l'athlé. Oui. Mais en réalité, je fais l'athlète normal, quoi. Et donc là, toi, tu essaies d'associer. Mais je le dirige après. Génial. Attention, je dirige vraiment dans des exercices qui sont visés à retravailler certains traumatismes. T'adaptes, tu prends des séquences qui sont... oui, complètement. Okay. Et puis, là où on se trompe et on est souvent à côté, c'est qu'on pense que tout se règle par la cognition. Or, le corps, et on le voit bien d'ailleurs, on le voit dans nos émotions, quand on se dit mais moi j'ai compris, et pourtant le corps se souvient, il a une mémoire, et c'est lui par contre et nos organes qui viennent nous rappeler qu'on n'a pas le contrôle, et qu'à force de porter du poids sur les épaules, demain on se retrouve avec des gros problèmes de nuque. Vous voyez ? Merci de la somatisation. Merci du petit clin d'œil. Non, mais c'est aussi... dû me voir faire ça plusieurs fois. Non, mais parce que j'ai trop de problèmes de nuque, c'est pour ça. Je suis la meuf, mais voilà, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Mais c'est pour dire aussi que la danse-thérapie est aussi hyper bonne en prévention. Elle permet aussi de prévenir, de pouvoir se remettre dans le corps et de pouvoir le comprendre. À quel moment on comprend son corps ? À quel moment on se dit... ok, là, je chante dans mon ventre, par exemple, ça va pas. On a des neurones quand même dans le bide, les gars. Ouais, c'est un gros sujet, ça. J'ai vu un bouquin là sur l'intestin, tout ça. Là. Mais mais les problèmes que j'ai eu intestinaux suite à mon accident, mais c'est normal. Parce que, voilà. Alors, il y a un autre truc on n'a pas parlé, mais qui est top aussi, c'est ton travail sur les réseaux, et notamment la socio-esthétique, si on peut appeler ça comme ça. Tout le côté relatif à la beauté, le corps, la mise en avant. Alors, on ne voit pas là. J'espère que tu me passeras des photos pour qu'on voie tes tatouages. T'es vachement décorée. Oui, je me suis décorée, oui. Et donc, toi, tu as entrepris de faire passer les messages au travers de ton corps et au travers de tes réseaux, de tout ce qu'on peut faire au niveau esthétique, etc., pour plus qu'on fasse focus sur... le membre, la modification, la singularité, mais plutôt sur la façon dont on se présente. Tu peux en dire un mot là-dessus, c'est quoi ta motivation, et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu as comme conseil à passer à des personnes qui se trouvent moches, pour être clair, qui disent je suis pas beau, je cache mon truc, qui arrivent à s'affirmer, en tout cas à se sentir beaucoup mieux dans leur corps. Oui, en fait ça aide, Je pense que vraiment cette recherche d'esthétique, on est tous impactés par ça, qu'on le veuille ou non. Qui n'avait pas du tout envie d'aller à la salle, et juste parce que c'est maintenant une injonction, limite obligation d'aller à la salle. C'est vrai. T'as l'un, il est spécialiste de te dire que si tu n'y vas pas, t'es une merde. Voilà, exactement. Et tu te sens obligé maintenant d'avoir un corps... Après les critères de beauté, c'est depuis la nuit des temps, on s'entend bien. Peu encore pire pour les femmes. J'ai noté que tu aimais bien le corps de Végéta, mais pas sa gueule. Oui, je l'aime. J'ai bien préparé l'émission. Ah non, moi, un homme qui rit jamais, je peux pas. Mais du coup, tu préfères Sangoku alors? Je peux pas, oui. Voilà, on est d'accord. Mais il est trop enfant. Ouais, il a un côté trop... Ouais, c'est alors, pas... Du coup, la maturité et le charisme de Végéta, mais blagueur, quoi. Ouais, voilà, quoi. Il est pas comme ça, Gogeta. Gogeta, il est pas comme ça. La fusion des deux. Ah, ça peut être pas mal. C'est pas mal, ça. Par contre, la fusion des deux, je dis oui. De temps en temps, un petit enfant, c'est mignon, mais on a besoin d'un homme, quoi. Et en fait...
je me suis rendu compte que, en fait, le besoin d'esthétique est vraiment un besoin fondamental chez l'être humain. C'est quelque chose qui, vous le voyez, quand vous regardez une belle œuvre d'art, ça vous procure un plaisir. Le fait de voir de belles choses visuellement vous procure du plaisir. Et on le voit même avec nos amis, les insectes, les animaux, etc. Tout ce qui est laid est rejeté. Moi, je Mais la danse aussi. Hein. Comment ? La danse, l'art. Oui, complètement. Et je trouve que, en fait, on a tellement associé pour moi le handicap aussi à quelque chose de laid, à quelque chose de pas beau, pas gracieux, etc., etc. Et c'est là où cette envie aussi de rendre la chose plus esthétique aussi pour m'aider moi, parce que je suis dans une communauté, je fais partie d'une culture. Si j'étais toute seule, je m'en bats les steaks, hein, voilà. Mais je fais quand même partie d'une culture aussi, c'est de dire, je peux avoir un bras et demi et rester mignonne et grave stylée en fait, parce que au départ, l'étiquette qu'on m'envoie sur la tête à 17 piges, je me dis, oh waouh, pardon, mais c'est pas glamour, quoi. Et donc, je commence à me tatouer parce que je trouve aussi dans le tatouage quelque chose qui m'aide à m'affirmer et un esthétisme. Donc, au départ, je tatoue d'abord tout mon bras gauche pour éviter ce mouvement de regard de toujours le droit, ça me saoule. Bon, maintenant je suis habituée, mais au début ça me saoulait. Donc je me dis, tiens, on va mettre un peu à gauche, comme ça on va faire droite-gauche. Et puis au bout d'un moment, à la plage, etc., parce que je mets pas de petits gants, parce que là je crée des petits gants et j'aime ça, c'est esthétique et tout, c'est très mignon. Ça n'existait pas. Ça, c'est avec ma couturière, on s'est dit, tiens, on va acheter des chaussettes et puis je vais les décorer avec des petits trucs et tout, voilà. Mais ça n'existait pas non plus. Et moi, je me voyais pas dénuder mon bras parce que c'est devenu un peu intime, vous voyez, comme si je faisais seins nus, quoi. Voilà, je ne fais pas seins nus tout le temps. Je décide de faire seins nus. Donc, à la plage, en fait, à la plage, oui, j'avais toujours ces regards où je me sentais... je sais pas expliquer, mise à nu. Et je me suis dit, je vais tatouer tout mon bras et je vais en faire une belle œuvre d'art. Et c'est ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé pour le coup. Et ma tatoueuse fait beaucoup de tatouages aussi, de reconstruction sur les cicatrices, sur les femmes qui ont des cancers de sein, etc., où elle reconstruit, elle vient y mettre de l'esthétisme et je trouve ça merveilleux. Ok. Bon, mais dites-nous si vous pensez aussi, mais moi je trouve mignonne et grave stylée pour reprendre tes mots. Ouais. Oui. Un petit mot sur ton bouquin. Donc, on a un peu parlé. Oui. Mais l'idée, c'est quoi à la fin? Le message, c'est quoi? C'est l'espoir, donner l'espoir. C'est quoi ta volonté en fait, en écrivant? Parce que je sais qu'on ne devient pas riche en écrivant un bouquin. C'est juste une façon de s'exprimer. Oui. Donc, je sais que quelqu'un qui écrit un bouquin, c'est pour faire passer un message. Oui, exactement. Quel est le tien? En fait, le mien, c'était vraiment j'ai une phrase qui me dit... Bon, maintenant, je suis en train de changer d'opinion, mais les limites sont celles qu'on s'impose. Pas totalement, parce que sinon, on part dans un enfant roi, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Je pense quand même qu'au départ, je m'étais mis beaucoup de limites, parce que je pense que là où on vit est important. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Charleroi. D'ailleurs, je vais expliquer... le lien pour ceux qui savent, les anciens en tout cas, ceux qui se souviennent de qui a marqué au fer rouge Charleroi, qui n'était pas joli à l'époque. Donc là aussi où vous avez grandi, ce que vous inculquent vos parents, les croyances qu'ils vous donnent, etc. Moi, je suis rentrée dans la vie avec pas un super bagage. Hein. Justement, c'est pas pour rien que je suis devenue artiste. Hein, on va pas se mentir. Je cherche aussi une reconnaissance sociale que je n'ai pas eue à la maison. Hein. On reste de grands enfants qui montons sur scène et qui faisons chaud parce que voilà, nos parents ne nous ont comme pas la maternelle, vus. quoi. Ouais, exactement. Papa, maman, regarde, je vais faire un pestacle. Voilà. Vous serez là au pestacle? Oui, voilà. Et en fait, on reste de grands enfants. Et on tire la gueule quand ils sont pas là. Oui. Ou ils arrivent en retard. Exactement. Voilà. Et donc, je trouve ça beau aussi dans cette forme de recherche. Donc, il y avait, je pense, un point culminant de ma vie où j'avais besoin d'écrire. J'avais besoin de ne pas oublier aussi. De ne pas oublier certaines choses que j'ai faites parce que dans un métier artistique, on est souvent dépassé, on fait un truc et puis 3 mois après, on n'en parle plus. Il faut tout le temps cette nécessité de ne pas être oublié, de faire. Répéter, quoi. Exactement. Mais j'avais aussi envie
de redonner de l'espoir à ceux qui pensent que ce n'est pas possible, à ceux qui pensent qu'il y a une tranche d'âge, à ceux qui pensent qu'un certain mode de vie ne convient pas, parce que je viens d'un mode de vie où il n'y a rien calé, quoi. J'étais vraiment traditionnelle, cette sicilienne, j'étais devenue exactement ce que mes parents voulaient, les longs cheveux, je cuisine, je suis à la maison, je suis en ménage, j'ai mon copain, c'est super, mais je me fais chier. Mais je m'ennuie et je vais tout plaquer pour partir à Los Angeles, couper mes cheveux, quitter mon copain, le pauvre petit cœur, mais pour vivre ma vie et me prouver plein de choses. Donc c'est un message d'espoir, un coup de boost, de dire regardez comment les choses elles peuvent être différentes. Donc tu crois que ton parcours est limité, ou ta vie va être limitée, ou en tout cas va être tracée comme ça. Oui. Et c'est une ouverture en fait à entrevoir la différence de ce qu'on peut faire et aller plus loin, quoi, c'est ça? Oui, et tout ce que le handicap enseigne, parce que Ouais. moi, j'ai une grosse partie du livre aussi où j'explique tout ce que ça m'a enseigné. Et cette humilité, je ne l'avais pas avant, on va se calmer. 17 ans, je n'étais pas humble. Enfin, un petit peu, mais ça va, quoi. J'étais beaucoup dans l'ego aussi. Quand t'étais la princesse, comme dans les films américains, là, c'est ça? Non. T'étais la star du lycée? Non. Par contre, Bon, ça non. va. J'étais gang. Moi, j'aimais Alors là, je connais pas le mot. Bah, j'étais dans... Enfin, moi, j'ai kiffé, j'ai grandi en cité, donc j'étais plus garçon manqué, un peu féminine, mais un peu rentre-dedans aussi. Après, j'avais 2 parents extrêmement nerveux, donc j'ai grandi dans une famille... Ouais, mon père était armé, enfin, chez les Siciliens, c'est quelque chose de normal. Oui, voilà. Donc, non, j'étais pas cette caricature un peu... J'avais un peu ça, mais à l'intérieur, c'était wesh wesh, ma gueule. Dans les séries américaines, il y a toujours la star du lycée, elle a toujours quand même un peu de tempérament. Hein. Ok. Tu vois, d'accord, ça dépend. Celle qui rentre comme ça, là, au ralenti. Ah oui, ben moi j'imagine un peu c'est caricatural, hein, cette nana un peu bombasse qui a 2 neurones, quoi. Hein, et qui est très vide à l'intérieur, qui est très belle par contre, hein, qui a un super parcours, mais à l'intérieur, il se passe pas grand-chose, quoi. Bon. Voilà. Pour conclure, et justement, au travers de ton livre et tout ton parcours, ton expérience, est-ce que tu as un dernier conseil à donner à des personnes qui nous regardent, des personnes qui ont vécu un accident, qui ont un handicap, accidentel ou pas, ou de naissance? Est-ce que tu as une force, un message à transmettre? Est-ce que j'aurai un message? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, le message est important, parce que je sais que c'est très contradictoire ce que je vais dire et que je véhicule ça aussi, mais ça fait chier un peu. En vrai, maintenant, quand on est porteur d'handicap, on se sent obligé parfois de faire de grandes choses ou de se surpasser ou de prouver que... Et ça me saoule un peu. J'aurais envie de... Après, c'est mon parcours, mais moi, j'ai recherché d'autres choses à travers ça. Mais c'est aussi de dire... je pense que je me bats aussi aujourd'hui pour que les gens se rendent compte que le bonheur, c'est l'acceptation de tout, du laid comme le beau. Alors, on est vraiment dans une société aujourd'hui fort perfectionniste et fort exigeante. On est dur avec nous-mêmes et on n'accepte plus l'imperfection. Et on pousse vers l'intolérance des autres tout le temps. Genre, je vois des trucs, moi, qui m'irrissent les poils. Genre, si t'as rien à m'apporter dans ma vie, tu rentres pas, en fait. Ah ouais, ou t'es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent et compagnie. J'ai du mal avec ça. On a à apprendre, surtout sur chacun des petites choses du quotidien. Et voilà, cette écriture de livre, c'était aussi de dire, parce que j'ai les deux, j'ai Angelina qui est un peu dans la lumière et qui aime ce côté superficiel, et après j'ai Tata, qui est mon autre prénom, et qui est plus quelqu'un plus névrosé, plus imparfaite, plus moche. Et c'est cette combinaison des deux que je trouve belle. C'est d'arriver à rallier et d'accepter toutes les facettes de la vie, des plus belles aux plus dramatiques. Ok, voilà. Top. Merci pour ces mots, ce conseil. Couverture magnifique. Photo magnifique. On le retrouve où? Partout. À la Fnac, Amazon, toutes les petites librairies. Voilà. Je te remercie infiniment d'être venu. J'espère que ça vous a plu. Pensez, je le répète, à vous abonner, liker, mettez des commentaires sur des sujets ou des questions que vous auriez. Ça encourage, on est là pour donner de la visibilité au handicap, à la différence, et on a besoin de cette force-là. C'était génial de te recevoir. J'espère que ça t'a plu, que tu as pu passer des messages.
que tu as passé un bon moment. Oui. Ouais. Et moi aussi, je voudrais te remercier, Ghislain, parce que je pense que toi aussi, tu remercies beaucoup les autres. Mais merci à toi pour le travail que tu fais. Merci à toi pour nous donner cette visibilité. Je suis toujours très touchée de voir que des gens qui ne sont pas forcément porteurs de handicap travaillent pour que des gens comme nous puissent être plus en vue. Donc, merci à toi pour ce que tu fais sur les réseaux plaisir. partout. J'ai passé un trop bon moment. On aurait pu parler une après-midi entière, mais il faut se retenir. Exactement. Il y a un temps limité. Merci à toi pour ce Avec partage. plaisir. Merci à toi, merci à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.